Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Gleigne. Gleigne est un village de 390 Gleignois et Gleignoises. Il se situe dans la vallée de la Sainte-Marie sur la départementale 116 au nord-ouest de Crépy-en-Valois. Gleigne a eu jadis les noms de Glana en 1253, Gléna, Glénia, Glagne, Gleigne, G-L-E-N, puis enfin le Gleigne d'aujourd'hui. La présence très ancienne de l'homme près du village est attestée par la découverte en 1874 d'un squelette de femme. Cette sépulture fut mise au jour lors des travaux de terrassement préalables à la construction du château de la Garenne. Les historiens ont déterminé qu'il s'agissait là d'un squelette vieux de 30 000 ans. On y trouva, tout près, la grotte aux morts contenant une quarantaine de squelettes, des débris de poterie et de silex. Ce lieu était à l'origine une dépendance de la maison royale de Verberie. La seigneurie de Gleigne a d'abord appartenu à Jean de Gleigne, chevalier, et portait sur son sceau un écusson échiqueté à un lambel de 5 pendants, attaché à une charte de mars 1244 délivrée par le diocèse de Fontaine-Charly. Des titres nous apprennent que le village était fort peuplé avant le règne de Charles VII. La terre de Gleigne ainsi que le village furent ruinés durant les guerres des XVe et XVIe siècles, et plus particulièrement pendant la guerre de Cent Ans. La terre de Gleigne fut partagée en 1460 entre Marie de Riencourt et Agnès de Roquemont. La terre appartenait en 1496 à Pierre de Penne, sieur de Javel, dont l'une des filles vendit la seigneurie à la maison de Brion. Gérard de Brion, avocat au Parlement, traita en 1510 avec le duc de Valois pour cette acquisition. Rachel, l'une de ses descendantes, épousa Antoine de Menac et leur fils vendit en 1630 la terre de Gleigne à André de Viry-d'Audieu qui le céda à Jean de Saint-Michel de Angeste. Au temps de la Fronde, en 1649, eut lieu un duel dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur Bettencourt en Valois, entre Jean de Saint-Michel de Angeste, alors seigneur de Gleigne, et François, seigneur du fief de Javel. Les duels à cette époque étaient interdits. La cause de ce duel était la prise d'un lièvre par Jean sur les terres de François. La rencontre se fit au lieu dit la Justice près du chemin de Béthisy à Crépy, dans un champ appelé depuis la Pièce aux lièvres. Jean fut tué et enterré immédiatement dans sa garenne et le sieur de Javel, blessé à mort, survécut pendant 8 jours avant d'être enterré sous l'autel de l'église de Bettencourt. Jean, considéré comme agresseur, ses terres furent confisquées et données par le roi aux sieurs de Brenouille et de Lamy qui les rendirent plus tard aux héritiers naturels. Louis de Angeste, rentré dans les biens de son père, maria en 1731 sa fille à monsieur de Carvoisin, marquis de Bellois, dont le fils, Alexandre César, vendit au mois de mai 1762 la terre de Gleigne à monsieur de Borin de Montmort, capitaine au régiment de Penthièvre. Ce dernier obtint en juillet 1764 des lettres patentes portant érection de son domaine en comté qui comprenait plusieurs fiefs. Allons voir l'église. L'église est actuellement en restauration. Malgré la présence d'échafaudages, on ne peut qu'admirer la beauté de cet édifice. Durant les travaux d'assainissement ont été retrouvés des ossements, des clous, des perles et même un sarcophage. Concernant le vocable de cette église, la mairie et Wikipédia la nomment église Sainte-Marguerite, et Louis Grave et Dominique Vermand, historiens d'art, l'appellent église Notre-Dame. Je l'appellerai donc Sainte-Marguerite et Notre-Dame. Cette église est classée au monument historique depuis le 22 octobre 1913. Construite à la fin du XIIe et début XIIIe, elle est considérée comme l'une des plus anciennes du diocèse. Orientée à peu près irrégulièrement, l'église répond à un plan cruciforme symétrique. Elle se compose d'une nef non voûtée, de 4 travées accompagnées de bas-côtés, d'un transept débordant et d'une abside à 5 pans. Il y a une chapelle au nord du chœur et une au sud qui a été transformée en sacristie. La croisée du transept, qui est aussi le chœur, sert également de base au clocher. La façade occidentale ressemble beaucoup à celle de Néry, mais sans les fenêtres au bas-côté et un portail et une rosace plus finement décorés. Le clocher en bâtière comporte 2 étages, le premier avec baies jumelles au nord et au sud, et à l'étage du beffroi, 2 baies jumelles à chaque face agrémentées de colonnettes. Les pignons est et ouest sont ajourés d'étroites ouvertures en plein cintre. Le clocher, en outre, se caractérise par ses puissants contreforts à chaque angle.
À l'intérieur, la nef est de 4 travées et est assez lumineuse. Les bas-côtés sont étroits et ne comptent que des bancs longitudinaux. La nef est séparée de ses bas-côtés par 4 grandes arcades soutenues par des imposants piliers ronds dont les chapiteaux sont garnis de feuilles d'acanthe, de vigne, de cresson, etc. Comme être Milly, ce sont les fenêtres du chevet qui distribuent la lumière dans toute l'église. Les vitraux d'origine sont en restauration, mais une bonne amie, Madame Jacques, m'a prêté des photos de ces derniers, et toutes les photos anciennes de cette vidéo. La nef, elle, reçoit la lumière par ses fenêtres alignées au-dessus des piliers comme dans d'autres églises des environs. Le chœur, la chapelle nord et le chevet sont voûtés d'ogives alors que la nef et les bas-côtés, eux, non. Ce que j'ai pris pour une tribune d'orgue n'est en fait qu'une estrade commandée par Monsieur Cyr, C-Y-R, Billard de Lorière, vers 1860 pour les domestiques du château. Si cela était une bonne idée pour eux, personnellement je trouve que cela nuit à l'esthétique de la nef et cache en grande partie la première arcade et le haut du portail de l'entrée. L'immense arc triomphal ouvrant sur le chœur est surmonté d'une petite porte comme dans l'église de Auger-Saint-Vincent. J'ai supposé que c'était pour passer une cloche, mais quand je vois la taille de la cloche de Glaigne, je me demande à quoi servaient ces portes, car les cloches ne peuvent en aucun cas passer par ces petites portes. Dans l'abside, on trouve un très beau maître-autel qui était probablement surmonté d'un retable aujourd'hui disparu. À l'origine, il y avait 2 chapelles, mais celle du sud a été transformée en sacristie. Mais la chapelle nord conserve 4 culs de lampes avec des têtes sculptées en excellent état. Seuls les fonds baptismaux du premier quart du XIIIe sont classés au monument historique à titre objet, et ce depuis le 25 janvier 1913. Leur restauration a été rendue possible en 2003 grâce au concours de l'association Glana, dont je parlerai plus tard. Ces fonds baptismaux sont dans les mêmes styles que ceux de Trumilly et Gilaucourt. On peut aussi admirer tout un nombre d'éléments intéressants, dont les vitraux de la Rosace, offerts par M. Henri de Berthier de Sauvigny en 1967. Je vous laisse en profiter. Avant de retourner dans le village, je me dois de vous faire découvrir ce magnifique édifice qu'est le château de la Garenne, dont voici l'histoire. Le vicomte Henri Le Cellier de Chézel achète le domaine de Glaigne en 1869 à la famille Billard de Lorière. Grand amateur de vénerie, il souhaite établir l'équipage Picard Pic Hardy à Glaigne. Pour ce faire, il entreprend de grands travaux qui débuteront en 1874 par la réalisation du parc conçu par Varé, architecte paysagiste à qui l'on doit le tracé du bois de Boulogne. Il est probable, mais non établi, que la construction du château ait été dirigée par l'architecte Clément Parent. Cet édifice est d'un grand modernisme et correspond au goût raffiné de l'époque, permettant ainsi de recevoir aisément lors des chasses à courre. Le château a notamment été réquisitionné par les Allemands en 1914, puis est devenu un hôpital militaire. De nouveau occupé durant la Seconde Guerre mondiale, il servit de prison. Ce château est surtout connu dans la région sous le nom de la Manécanterie de Glaigne, une école de chant des petits chanteurs à la croix de bois qui sont restés au château de la Garenne de 1972 à 2006. L'ancien château du XIIe est démoli afin de construire les communs pour loger les gens de maison et les écuries. Ces écuries sont désormais une propriété privée baptisée les écuries de Beaumarais. Ce village a vu passer quelques personnalités. Glaigne a accueilli quelques familles nobles comme les de Chézel, Berthier de Sauvigny, mais aussi les Billard de Lorière, famille de mousquetaires. Et oui, Glaigne a accueilli des mousquetaires. Le premier de cette famille arrivé à Glaigne était M. Antoine Guy Henri Billard de Lorière, entré en 1766 comme mousquetaire gris de la première compagnie et qui mourut à Glaigne le 3 mai 1845. Ses 2 fils épousèrent les 2 jumelles d'Antoine-Claude de Beaurain, comte de Glaigne. M. Bernard Guy Jacques, adjudant-major au lancier de la Garde, épousa Françoise de Beaurain. Ils décédèrent en 1832 sans héritier mâle. Le château revint donc à M. Cyr, C-Y-R, Guy Jérôme, mousquetaire et capitaine lieutenant au 4e de la Garde, qui lui épousa Augustine de Beaurain et eut une descendance.
Il fut aussi maire de Gleigne et décéda en 1866. Madame Jacques depuis peu fait revivre ses mousquetaires en les laissant conter quelques histoires dans le bulletin d'information municipal Les Échos de Gleigne, journal trimestriel. On peut aussi nommer Jacques Ernotte, peintre et poète né en 1898, mort à Paris en 1967, qui fut illustrateur des œuvres de Gérard de Nerval. Il vivait dans le plus grand dénuement, fut souvent reçu par le comte de Berthier et s'est vu offrir sa sépulture à Gleigne. Sans oublier Jean-Paul Francoeur, un acteur français né le 11 juillet 1945 à Gleigne et mort le 8 septembre 2018 à Saint-Saulge. Il était le fils d'un autre acteur, Paul Francoeur, qui venait souvent à Gleigne. Allons maintenant découvrir les autres monuments du patrimoine de Gleigne. Commençons par les moulins. Le territoire de Gleigne, jadis, comptait 4 moulins dont un à blé et une usine à huile qui fut transformée en 1775 en usine à papier par Pierre Morel. Elle employait dans les années 1820 une centaine d'ouvriers. Son successeur, Pierre Morel fils, épousa demoiselle Lavenaire. Ils firent évoluer 2 usines à papier. L'évolution des procédés techniques fit décliner l'activité de ces moulins. Certains deviendront des propriétés privées, d'autres seront abandonnés. La papeterie a aujourd'hui complètement disparu, ne reste qu'un des piliers que l'on peut voir à l'entrée de Gleigne en venant de Orwy. L'histoire de cette papeterie ne s'arrête pas là. En 1849, le stock de papier fut acheté par Charles Mérion, célèbre graveur en eau forte. Il réalisa une grande partie de ses œuvres sur un papier verdâtre qui devait sa qualité à la pureté des eaux de la Sainte-Marie. Il réalisa plus de 250 œuvres dont certaines sont exposées dans le monde entier, New York, Séville, Toronto et Hobart en Australie. Le dernier moulin se trouve rue Beaumarais, à cheval sur la Sainte-Marie qui faisait jadis tourner sa roue. Le monument aux morts est très inhabituel et je vais m'y attarder un peu car il mérite toute notre attention. C'est ce qu'on appelle une lanterne des morts et pour la plupart elles ont été construites au XIIe siècle. On pense que ces petites lanternes, creuses, surmontées d'un pavillon ajouré, dans lesquelles on hissait au crépuscule une lampe allumée, étaient destinées à guider les âmes des disparus vers le repos éternel. Cette lanterne des morts, dont les premières esquisses ont été dessinées par le comte Henri de Berthier de Sauvigny, a été inaugurée le 16 novembre 1930 en présence d'une foule considérable. À l'occasion, monsieur le curé Petit, prêtre ayant en charge alors les communes de Gleigne, Orwy et Séry-Magneval, prend la parole et proclame un texte qui, moi, m'a vraiment touché. Et si vous aussi vous voulez savoir ce qu'a dit monsieur Petit, je vous conseille de vous procurer le livre de madame Gilberte Jacques, Le secret de la lanterne des morts, que j'ai lu d'un trait et qui m'a fait découvrir la vie de ces millions de jeunes gens qui ont défendu notre pays au péril de leur vie durant la guerre 14-18. De surtout aussi rencontrer les 14 hommes dont le nom est gravé sur la lanterne de Gleigne, dont le frère aîné du comte de Berthier et de son cousin et parrain Richard de Chézel, tous deux morts au combat. Ce livre est vraiment un très bel hommage et un tel livre mériterait d'être édité dans chaque ville et village de France pour perpétuer la mémoire de ceux qui sont tombés au champ d'honneur et dont le nom figure sur un monument aux morts. Le lavoir de Gleigne est très intéressant car il est dit à impluvium, c'est-à-dire 4 toits à pente convergente vers le centre. Ce lavoir fut terminé en 1833. Il y avait d'autres lavoirs dans le village qui ont disparu, mais 2 autres subsistent dans des propriétés privées le long de la Sainte-Marie. On peut voir un poteau directionnel qui se trouve sur la route de Roquemont et qui n'est en aucun cas un poteau de chasse à courre. Il a été baptisé Picard Pic Hardy en hommage à l'équipage du vicomte Richard de Chézel. Madame Tardiveau, la mère de Gleigne, en est la marraine. Il n'y a qu'un seul calvaire à Gleigne, et il se trouve au coin de la rue Beaumarais et de la rue des Tonneliers. Il se trouvait autrefois de l'autre côté de la rue. Cet élément étrange sur le mur d'une maison, rue Chantepie, n'est autre que le porte-drapeau des sapeurs-pompiers. Il y avait jadis une compagnie de pompiers créée en 1854 et qui a compté jusqu'à 15 sapeurs avant 14-18. Un étrange véhicule utilisé pour transporter les défunts à l'église se trouve désormais dans l'église. Il fut équipé de roues de bicyclette grâce à l'ingéniosité du maréchal Ferrand, monsieur Desplanches. La commune ne compte plus de commerce mais s'est longtemps battue pour garder sa boulangerie. Malheureusement, celle-ci a fermé définitivement en 2018. Gleigne est dotée d'une très belle salle des fêtes, l'espace Beaumarais, dans la rue du même nom. Ce nom rappelle l'époque où la terre de Gleigne était en grande partie constituée de marécages où la culture du cresson était florissante.
Pour l'éducation, Glaigne fait partie d'un regroupement scolaire comprenant Glaigne, Aurouy, Gilaucourt et Bettencourt, et accueille des classes de CP, CE1, CM1. Je profite de l'occasion pour présenter mes excuses aux oratoriens et Gilaucourtois car j'ai omis de mentionner les écoles dans mes vidéos sur ces villages. Le 12 octobre 2019, un événement particulier a eu lieu à Glaigne, l'arrivée de Monsieur Lecoq. Ce n'est autre que le nouveau coq du clocher qui a ainsi pris sa place en haut de l'église sous le regard bienveillant de ses paroissiens. Je l'avais déjà mentionné lors de la découverte de Aurouy, la gare de Aurouy-Glaigne sur la ligne Ormois-Villers-Boves, dont la demande d'établissement date de 1877, fut très fréquentée jusqu'à la guerre 14-18. Le 15 mai 1939, elle fut fermée au trafic voyageurs. La gare, désormais propriété privée, voit malgré tout encore passer quelques trains voyageurs et surtout de marchandises. Je finirai en parlant de l'association Glana qui, depuis l'an 2000, a pour but de préserver le patrimoine du village, de l'entretenir et de l'embellir. On leur doit tous les panneaux explicatifs que l'on peut trouver en se promenant dans le village, la copie de la statue Sainte Marguerite que l'on peut voir dans l'église et beaucoup d'autres choses encore. Alors n'hésitez pas à aller découvrir l'histoire et le patrimoine de Glaigne. Ce village propose également de belles promenades à travers bois et champs et qui vous emmèneront sur les traces de nos ancêtres les Gaulois et de nos valeureux soldats. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce sympathique village que j'ai vraiment découvert sous un jour nouveau alors que je le traverse assez régulièrement. Je remercie Madame Tardiveau, maire de Glaigne, pour son accueil, sa bonne humeur et son aide. Je remercie aussi les adjoints et conseillers qui m'ont accueilli chaleureusement ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle découverte d'un village isarien et en attendant, commentez, partagez et mettez un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. A bientôt. Au revoir Glaigne.